Bonjour, Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Roland Toneikes, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Auditeur de la 102.3 FM, téléspectateurs et internautes, bonjour. Alors nous allons retrouver l'emblème du jour qui titre « Actualité nationale » et si Talon et Hongwedi se parlaient enfin. Et si Talon et Hongwedi se parlaient enfin. Vous êtes d'avis, Marc Goudjanou? Est-ce que les deux ne se parlent pas? Bon, ça c'est la question que j'ose me poser. Du moment où Hongwedi fait partie de l'un des leaders de la classe politique au Bénin, et donc faisant partie également du plus grand parti, je dirais, du Bénin, l'UPR, aujourd'hui. Et comme on sait tous que l'UPR fait partie de la mouvance présidentielle, donc il est d'autant normal que normalement qu'il y ait des échanges entre ces leaders de pont de ce grand parti de la mouvance et le chef de l'État qui en réalité parraine tous les deux grands partis de la mouvance présidentielle. C'est vrai que ces derniers temps-ci, avec l'actualité, on puisse se poser la question si tant est que les deux hommes arrivent à échanger normalement, alors quelle est en réalité la prise de position du patriarche Hongwedi par rapport à un certain nombre de questions qui fâchent la plupart des Béninois et surtout les acteurs de la classe politique de l'opposition. Et donc, rentrant dans cette droite ligne, on peut s'interroger si tant est que Adrien Hongwedi arrive à parler de façon franche avec le chef de l'État. Est-ce qu'il aurait eu besoin de faire ces sorties-là médiatiques pour pouvoir quand même dénoncer un certain nombre de choses? Cela montre en réalité que une chose est sûre, le climat n'est plus comme au début entre les deux hommes, parce que peut-être le chef de l'État, vu ses occupations, vu son cahier de charges, n'a pas totalement peut-être le temps de rencontrer Maître Adrien Hongwedi tout le temps, puisque au sein du parti, il n'est pas, en quelque sorte, il n'est pas le président, c'est Joseph Debouenou qui est le président de l'UPR, et donc c'est lui qui est normalement le porte-parole, en quelque sorte, du parti auprès du chef de l'État. Donc si le chef de l'État a des inquiétudes de part et d'autre, c'est la première personne qu'il va pouvoir indexer. Maintenant, en ce qui concerne les mésententes ou les guerres de leadership qui existent entre les leaders qui sont dans ces formations politiques, que ce soit au niveau de l'UPR et également au niveau du BR, c'est qu'il va falloir quand même essayer de discuter avec eux, de pouvoir les appeler parfois pour pouvoir voir mais de quoi dénote alors cette prise de position du président Adrien Hongwedi, qui, déjà dans sa posture, on voit qu'il veut déjà essayer de détacher son parti, le PRD, de l'UPR. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Et vous savez, le chef de l'État, dans sa position, le connaissant, ne va pas forcément demander peut-être à Adrien Hongwedi pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, mais va rester dans sa position et l'observer pour pouvoir peut-être voir jusqu'où il ira. Et peut-être que de l'autre côté, Adrien Hongwedi également, de sa position, est en train de chercher, est en train de faire un appel de pied au chef de l'État pour lui dire « j'ai envie de te parler, je veux te parler parce qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je suis fâché, je ne suis pas d'accord. » Et du moment où je n'ai pas trouvé le chemin, le canal idéal pour pouvoir te voir, pour qu'on discute, alors, il décide alors de pouvoir sortir, de pouvoir trouver les occasions pour pouvoir se faire entendre sur un certain nombre de questions qui touchent la gestion du chef de l'État, liée à la question des libertés, liée à un certain nombre de problèmes liés au code électoral. Et donc, ça fait partie véritablement des questions qui fâchent pas seulement l'opposition, qui fâchent également la classe politique
en général. Je ne veux pas parler de cette classe politique qui est nourrie par le chef de l'État, mais je veux parler de cette classe politique d'ailleurs, c'est-à-dire du Béninois lambda, du Béninois qui a envie de bénéficier de cette démocratie à laquelle on a toujours assisté pendant longtemps pour pouvoir permettre à tout le monde d'aller aux élections librement. Aujourd'hui, vous allez constater déjà que la fièvre préélectorale qui anime généralement les citoyens, qui anime certaines zones lorsqu'on est à la veille des élections, puisque, disons-le, on est à 8 mois des élections. Et donc, on ne sent pas en réalité que le Bénin est en train de vouloir organiser une élection générale pour 2026. Et donc, cela pose réellement le problème où les Béninois n'ont plus cet engouement-là, n'ont plus cette envie-là, parce qu'on se dit déjà, les dés sont pipés à l'avance, on ne veut pas permettre à tout le monde d'aller aux élections de façon libre. Il y a des bourreaux d'étranglement, il y a des dispositions qui sont mises en place pour pouvoir écarter les uns et les autres. Et Mbedi sait également que ça le rattrapera effectivement, ça rattrapera également son parti. Et donc, il sait, c'est pourquoi il veut déjà commencer par être, en tout cas, que celui qui porte la voix de ceux-là qui sont également de la mouvance présidentielle et qui n'ont pas le courage parfois de pouvoir s'exprimer sur des questions qui fâchent parce qu'ils connaissent déjà le chef de l'État, ils connaissent la réaction du chef de l'État. Lorsque vous êtes avec le chef de l'État, vous êtes avec lui, que ça aille bien ou en mal, c'est que vous êtes avec lui ou rien. Et donc vous n'avez pas normalement l'obligation de pouvoir tenir un certain nombre de propos qui puissent fâcher ou bien qui puissent mettre en désaccord les opinions ou bien les convictions, en tout cas du chef de l'État liées à quelques questions. Lorsque vous prenez les questions liées à la loi électorale, par exemple, le chef de l'État a été très clair là-dessus. À plusieurs reprises, il est sorti sur ces questions-là. Et donc, lorsque Mbedi revient sur un certain nombre de questions liées à ces choses, ça veut dire qu'il se met déjà en opposition avec certaines convictions du chef de l'État, avec certains projets ou certaines réformes du chef de l'État, ce que le chef de l'État n'aime pas généralement. Et donc, il est déjà, j'espère qu'il est prêt à pouvoir, soit, on l'a déjà dit ici, hein, soit c'est qu'il est dans un double jeu. Le premier jeu, c'est qu'il le fait en espérant que le chef de l'État puisse le rappeler et qu'il s'asseye encore à une table de négociation pour que lui puisse quand même sauvegarder un certain nombre de ses intérêts liés pas seulement à son parti, mais liés à lui-même personnellement. Mais soit c'est qu'il est en train de vouloir également que de l'autre côté, l'opposition puisse essayer, et on l'a déjà vu, hein, les cadres de concertation de l'opposition qui sont déjà allés le rencontrer, et donc ça montre déjà qu'il est en train d'ouvrir deux portes. La première porte pour que le chef de l'État puisse le recevoir, peut-être pour qu'il puisse s'entretenir sur les intérêts qui vont les lier. De l'autre côté, il va vers l'opposition déjà pour pouvoir essayer de voir de quelle façon il peut quand même essayer de négocier avec eux. Donc le jeu est ouvert et il peut arriver peut-être que les jours à venir, que le chef de l'État lui accorde un entretien. Vous êtes en train de dire, est-ce que ce que Mbedi dit aujourd'hui n'est pas réel? Oui, c'est bien réel. Je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. C'est bien réel. Mais si c'est réel, en réalité, il faille qu'on puisse le dire, il faut quelqu'un pour le dire. Oui, puisque le débat ou la question qui revenait, ce n'est pas forcément de savoir si ce qu'il dit est pertinent ou pas. On sait que ce qu'il dit est pertinent. C'est comme ce que font les hommes politiques. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu incendie à Sémé. D'accord? Il y a un incendie à Sémé lié à peut-être à l'essence frélatée, par exemple. Des populations ou bien tout un village peut-être est décimé, par exemple. Vous remarquez généralement que les politiques surfent sur ça pour aller, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour aller voir les familles, pour aller voir les victimes. Ils surfent sur, en tout cas, ce malheur-là qu'ils ont subi. Et donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils prennent à cœur tous les problèmes, qu'ils compatissent réellement. Et donc, on peut se mettre dans cette même ligne droite pour dire que c'est vrai, les problèmes soulignés par Adrien Mbedi aujourd'hui sont des problèmes pertinents. Mais est-ce qu'il ne se sert pas de ces problèmes pour pouvoir négocier au profit de ses propres intérêts? C'est là la question. La question reste posée. Roland Tonelli. Oui, je crois que, je le dirai jamais assez, la mouvance a tout intérêt à aller négocier avec Maître Adrien Mbedi. Maître Adrien Mbedi n'est pas quelqu'un à mettre. Les gens ont tout fait de s'agiter au début de cette affaire, de dire que Mbedi est mort, Mbedi est fini. C'est une erreur que de le penser comme ça. Parce qu'il reste un mystère dans la 19e, notamment à Porte-Nouveau, et puis il aura toujours son mot à dire. En fait, vous savez,
il y a de ces acteurs dans notre pays aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ils réussiront à avoir des gens derrière eux. Alors aujourd'hui, la question c'est, et si Rumbedji et Talon se parlaient? L'idéal aurait été, puisqu'il a été de la mouvance, parce que tout le monde a vu comment est-ce que Maître Rumbedji est arrivé au perchoir de l'Assemblée nationale, qui vous souvenez, cette nuit, fatidique nuit de 2015. Mais celui-là qui, à un moment donné, a fait l'opposition, mais finalement est allé soutenir la candidature, en tout cas le candidat de la mouvance de Boni Yayi, on dira dans d'autres circonstances qu'il est allé vendre son logo dans une certaine mesure, mais qui subitement, en 2016, contre toute attente, nous a surpris en allant vers Patrice Talon. En tout cas, il s'est offert 2 pieds joints, les 2 mains liées à Patrice Talon, pour être de la mouvance. On a pu voir aussi dans la suite. Après, il a dû maintenant céder carrément l'arc-en-ciel au baobab, et on a vu ce que ça a donné. Et quand quelqu'un comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est parce que Patrice Talon sait très bien, ou bien certains acteurs de la mouvance savent très bien que Rumbedji, c'est un élément qu'il faut avoir avec soi plutôt que d'avoir contre soi. Et si vous l'avez avec vous tout le temps, et qu'avec lui, vous avez réussi à atteindre cet objectif, et que vous avez réussi, on a vu, on ne va pas rappeler les différentes crises, les différentes situations qui ont prévalu à l'Assemblée nationale, notamment jusqu'en 2018 et 2019, avant que l'autre Parlement que nous connaissons de tous est arrivé. On a vu ce que Maître Adrien Rumbedji a occasionné à la tête de l'Assemblée nationale. Parce qu'on me dira que ce n'est pas lui, mais c'est lui quand même, c'était le président de l'Assemblée nationale. On a vu les débats, on a vu les interpellations de certains députés qui n'ont pas écouté. Donc aujourd'hui, il a été victime de ce que lui-même a occasionné en 2020 avec les élections communales. Parce qu'il a tout fait, il a eu les 5%, mais Porte-Novo, ayant fait carton plein à Porte-Novo, il n'a pas pu contrôler la ville de Porte-Novo avec son parti, ce qu'il a toujours souhaité avoir. Et quand c'est comme ça, et qu'après, il en arrive à dénoncer, parce qu'on était là, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Mac en disant, quand il dit, est-ce que Rumbedji ne se sert pas des problèmes des gens pour pouvoir se faire une place? C'est vrai, nous connaissons l'homme versatile, mais est-ce que c'est ce caractère-là qui va le guider jusqu'au soir de sa vie? Il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. Carole Olaye, nous sommes en politique, nous ne sommes pas à l'église. Même à l'église aussi, les gens finissent de faire la confession, vous tournez dos et vont pécher. Je me rappelle, moi, que le jour où j'ai pris ma première communion, j'ai un ami, on a pris la première communion. On a promis qu'on sera fidèle à Dieu, mais le jour où elle allait dormir avec une fille, c'est une parenthèse que je vous dis, ne donnez pas la communion aux gens sans confession. Et même après la confession, ils sont capables d'aller pécher. Moi, je ne vais pas jeter des pieds à Maître Adrien Rumbedji. Je lui reconnais sa place, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Je dis, et j'insiste là-dessus, est-ce que Maître Adrien Rumbedji, en l'état, ne se sait pas des problèmes des gens et ne profite pas de la situation pour se faire une place? Pourquoi je le dis? Maître Adrien Rumbedji est un personnage, je dirais, comme un parrain de Joël Aïvo. En 2021, Joël Aïvo a été arrêté. On ne l'a pas vu réagir. On ne l'a pas vu réagir. Ricky Amadou est en prison, on ne l'a pas vu réagir. C'est pourquoi je me dis, le fait-il véritablement pour défendre les populations, pour défendre Ricky Amadou, Joël Aïvo, les autres prisonniers, en tout cas détenus politiques, le fait-il réellement d'un cœur sincère pour que les exilés rentrent, ou bien ce qui divise Maître Adrien Rumbedji et Patrice Talon, c'est au-delà de ce que nous voyons. Et quand je dis ça, ils comprennent pourquoi je le dis. Est-ce que ce qui se passe... Pourquoi vous le dites? Oui, mais je ne le dirai pas, je ne suis pas à la télévision quand même. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais est-ce que ce qui les divise n'est pas au-delà de ce qu'on a vu, de ce que nous voyons, et que c'est ça qui a entraîné la réaction de Maître Adrien Rumbedji? Donc, je vous dis, faisons très attention. Parce que la réaction de Maître Adrien Rumbedji, c'est vrai, tout le monde va applaudir pour dire oui, finalement, c'est bon. Si ça ajoute aux démocrates, il y aura bon. Attendez. Aujourd'hui, les démocrates ne se font pas prier. Non, mais écoutez, tout le monde profite de la situation. Parce qu'au-delà de tout, si les démocrates pensent qu'avec Maître Adrien Rumbedji, il peut arriver à gagner quelques voix, et que ça peut leur permettre d'avoir des suffrages à Porte-Novo, puisqu'il y a eu, pour les élections de 2023, ils ont eu 2 députés démocrates.
Donc, si avec Maître André Ngoumbédi, il peut arriver à avoir les 5 pour donner peut-être un au BR ou bien un à l'UP le renouveau, ça les arrange en réalité. Donc, ce n'est pas mauvais en soi pour eux. Seulement que, moi, je continue de me poser la question de savoir, Maître André Ngoumbédi, est-il sincèrement dans un combat? Je suis tenté de dire combat sain. Bon, sauf qu'en politique, il n'y a pas de combat sain. C'est toujours guidé par les intérêts ou c'est toujours pour aller rendre un coup à quelqu'un, un règlement de compte ou bien... Vous savez tout ce qui se passe là. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que si Maître André Ngoumbédi parle aujourd'hui et qu'il soulève les problèmes que nous savons tous et que nous avons tous dénoncés et pour lesquels nous a traités de journalistes opposants, je crois qu'aujourd'hui, il revient au chef de l'État de voir dans quelle mesure il faut quand même prendre certaines dispositions pour régler un certain nombre de problèmes. Je le dirai jamais assez, Ricky Amadou, Joël Ivor et autres aujourd'hui en prison, est-ce que véritablement on a tout intérêt à les retrouver, à les mettre encore en prison? D'autres qui sont en exil aujourd'hui, il y en a qui ont dû fuir, on ne leur reproche rien, mais ils ont fui peut-être pour leur vie. Ils ont fui juste pour leur intégrité, pour dire, mais si je ne quitte pas peut-être, puisque je ne me reproche rien, peut-être on peut arriver à me faire du mal, on peut arriver à me coller une affaire de monter de toutes pièces, et par conséquent, il faut que je fuis d'abord. Donc, ces personnes-là, par exemple, on peut commencer par poser les bases et demander à ces personnes de rentrer. On a vu des gens insulter le chef de l'État. Hein. Vous voulez que je cite des noms? Il y a au moins quand même 2 qui ont insulté le chef de l'État tout le temps. L'autre était aux États-Unis, l'autre était allé en Guinée, au Équateur, je ne sais quoi. Et les 2 sont rentrés, on ne les a pas inquiétés. Les gens n'ont pas fait pire que ces gens-là, mais on sait ce qui leur est arrivé. Donc, si on a eu ça, c'est qu'il y a possibilité alors de permettre à certains qui sont en exil de rentrer. C'est vrai, les gens vont s'en prendre encore avec nous une fois. Mais je dis clairement que la réalité, c'est que nous sommes à la veille de l'investissement aujourd'hui. Que si c'est ces sujets réellement que dénonce Maître Adrien Ngoumbédi et qu'il se donne l'opportunité de discuter avec le président de la République, il sera écouté? Non, mais écoutez... Puisque nous connaissons la position du chef de la République. La position du chef a été claire. Le chef a dit que le pardon peut être une péché. Mais la dernière fois, le chef a prêché le pardon. Cela suppose que quoi? L'homme peut changer. Moi, je ne dis pas que Patrice Talon ne peut jamais changer. Non. Il a dit à un moment donné que le pardon peut être une faute. Mais il a prêché le pardon, on a vu il y a quelques jours. Ça veut dire quoi? La dimension spirituelle de compréhension du monsieur a changé peut-être à un moment donné. Moi, je ne dirais pas que bon, il est carré, que ça ne va jamais changer. Non, je crois qu'un jour, même si lui-même n'a pas envie de le faire, il peut arriver un jour que Dieu l'inspire, que Dieu touche son cœur et qu'il se dise, bon écoutez, après je laisse tomber. Donc moi, contrairement à ceux qui pensent que non, il ne va jamais changer, je reste positif, je reste optimiste. Marc? Ça peut arriver, le miracle peut arriver. Marc? Par rapport au changement du chef de l'État, bon, peut-être que, vous savez, il y a un certain nombre de choses qui peuvent amener les hommes à changer. Lorsque vous avez été tout le temps puissant et que vous sentez déjà que vous le voulez ou non, et peut-être par la force des choses, le pouvoir va changer demain et que vous allez laisser le pouvoir alors que vous avez des enfants, alors que vous avez un héritage à laisser. Parfois, vous êtes obligé de faire des concessions parce que vous voyez déjà que tout laisse dans la vie. Il n'y a rien qu'on puisse détenir aujourd'hui sur ce monde-là, sur cette terre-là, de façon éternelle ou de façon perpétuelle. Donc, lorsque l'on arrive à voir la fragilité de la vie, à voir que tout est vanité parfois et que tout ce pourquoi on se bat, on crie, on met la rigueur, on s'impose, on dit c'est moi ou personne, lorsqu'on se rend compte en réalité que tout peut laisser à tout moment, là, en ce moment, on se rend compte qu'il y a un être suprême qui est Dieu, qui peut décider à tout moment de notre sort. Et parfois, on commence par faire des concessions. Et c'est peut-être, ça peut arriver à ce que le chef de l'État puisse changer. Je l'espère aussi. Nous allons aborder un autre sujet, vote de loi sur la chefferie traditionnelle. Le HCRB jette l'opposition en pâture aux ancêtres. Roland Tonnet. Vous me faites face, vous souriez et vous me posez la question. Elle a toujours fait pour d'autres questions. Pourquoi? Non,
Mais tout à l'heure, elle a fait également. Mais pourquoi vous... Non, elle sait très bien que je comprends pourquoi elle me fait ça sur ma tête. Non, 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 plus sérieusement. Le Haut Conseil des rois du Bénin a fait une sortie. Je crois que j'étais à Dada, je crois samedi ou vendredi, où j'apprenais qu'il y avait une activité du Haut Conseil des rois. J'avais même vu les véhicules de certains rois. Et donc je ne savais pas que c'était sur ce sujet qu'ils allaient se prononcer. Et vous voyez, je n'avais pas eu le temps de rencontrer même Wadegbe chez qui j'ai quand même assez libre. Mais j'ai été quand même surpris de voir les coupures de vidéos qui circulent depuis hier. Et je crois que de ma position, étant proche du roi d'Alada, et très proche d'ailleurs, parce que je vous ai dit, j'ai assez très libre chez lui, et de ma position de journaliste, je dirais ce que je pense. Allez-y. Et je pense que le roi d'Alada a véritablement jeté en pâture les députés de l'opposition. Il n'aurait pas dû le faire. Parce que le leader religieux unifie. Le leader religieux calme, pacifie. C'est ce que le leader religieux fait. Je sais que ce que je dis, ça peut choquer, ça peut me créer d'autres ennuis. Écoutez, c'est moi, je reste moi. Je peux dire que moi, je n'ai pas aimé ça. Le roi d'Alada est comme un père pour moi. Un fils peut oser dire à son père la vérité, ce qu'il pense d'un sujet. Je crois que ça, le roi d'Alada aurait pu, Sa Majesté Kwadebe Toyi Digla, aurait pu l'aborder autrement. En quoi faisant? Ah oui. Il pourrait prendre la parole et dire, certains enfants de la République n'ont pas voulu voter ça. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Nous souhaiterions les rencontrer pour leur dire. Parce que le rôle d'un député de l'opposition, ce n'est pas d'accompagner le chef de l'État. Hein. Ce n'est pas possible. Ils peuvent apprécier, mais ce n'est pas leur rôle d'accompagner. Parce que le chef a tellement de soutien qu'ils n'ont pas de place pour l'accompagner. Donc, à un moment donné, il va falloir que nos leaders religieux, nos dignitaires, nos têtes couronnées fassent l'effort d'être là pour pacifier et unifier, pour calmer le jeu. Parce que quand il a dit ça, ceux que ça arrange ont coupé la séquence. Avec des tests, on partagé un peu partout. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, c'est mon avis là-dessus. Ce n'est pas bon. Je crois que véritablement... Quel impact cette sortie... Attendez, j'ai pas fini. Quand le roi ouvre la bouche et dit que des enfants de la République ont offensé les ancêtres, vous savez le sens? C'est hautement spirituel. Quand on vous dit vous avez offensé les ancêtres, car que personne ne vous dit ça, c'est pas bon. C'est hautement spirituel. Parce qu'à un moment donné... Mais justement, quel impact cela pourrait avoir? Non. Si vous savez, moi, l'impact d'abord, ne parlons pas de l'impact. Déjà, disons-nous les vérités pour dire, attention, on n'aurait pas dû. On aurait dû éviter ça. Il y a des sortes... Parce qu'on dit, oh, la parole. La force de la parole, vous voulez dire? Oui, et le roi a parlé. Quand quelque chose va arriver et que Dieu nous en épargne, à quelqu'un de l'autre côté, on dira que c'est lui qui a dit que les ancêtres, les autres ont offensé les ancêtres. Ne pas voter une loi ne veut pas dire qu'on a offensé les ancêtres. Cette loi est l'œuvre des hommes modernes que nous sommes. Nous voulons corriger quelque chose, je suis d'accord. Mais est-ce que, parce qu'on n'a pas voté une loi, et je ne suis pas d'accord avec les démocrates non plus, hein, si c'est les 18, puisqu'on n'a pas fait la part pour les 18 démocrates, on a vu 18 ont voté contre. Je ne sais pas qui a voté. Mais moi, si c'est les députés démocrates qui n'ont pas voté ça, je suis d'accord qu'on leur dise, moi je ne suis pas d'accord qu'ils refusent ça. Parce qu'en réalité, cette loi vient corriger quelque chose. Même si au-delà de tout, on peut avoir d'autres considérations, d'autres compréhensions de cette loi. J'ai aussi mon avis là-dessus que je ne partagerai pas. Parce que ceux qui le font ne le font pas pour vous donner pour vos beaux yeux. Mais je dis, eux aussi à un moment donné, parfois je le dis, on ne vote pas contre parce qu'on ne veut voter contre. Parce qu'on est opposant. Parce qu'on est opposant tout le temps. Il faut quand même. Mais le roi... Peut-être que c'est compte tenu des insuffisances que présente... Non, vous avez vu, vous avez... Et les plus... oui, on a autorisés, vu. Moi, j'ai fait. On a fait des insuffisances. C'est vrai que la sortie des membres du gouvernement tout récemment vient faire peut-être taire les polémiques autour de cette loi. Carole, j'ai participé à des plateaux où j'ai dénoncé certaines choses. On a souhaité ensemble. Je vois que Marc aussi était là. On a demandé ensemble
que le gouvernement essaie de revoir comment on peut corriger certaines choses dans cette loi. D'accord? Ça n'a pas été fait. Et ça a été promulgué par le chef de l'État. Mais évoluons. Mais en évoluant, oublions qui a voté, qui n'a pas voté. On peut leur faire le reproche à un moment donné. Mais je pense qu'à un niveau donné, on doit faire attention. Et des gens comme le roi Dalada, certaines têtes couronnées, doivent pouvoir faire attention parce que leur rôle, parce qu'on j'ai toujours dit que quand il y a crise politique, les acteurs politiques vont vers qui? Les leaders religieux, non. Mais quand le roi parle comme ça, prend la parole comme ça, si les démocrates ont un problème, auront-ils toute la confiance d'aller voir le roi Dalada pour les positions? On connaît déjà sa position. C'est à croire qu'il... Non, non. Bon, c'est pas une position. Hein. Oui. Pardon. C'est à croire qu'il a une position. C'est à croire qu'il a une position. Il n'a pas encore dit qu'il est de la mouvance. Défendez votre père. Non, non. Je prendrai la parole. Je l'ai dénoncé maintenant. Interdisent désormais. Oui, encore que. Encore que les textes l'interdisent désormais. Pour eux. Donc, maintenant, moi je peux comprendre aussi l'attitude du roi Dalada. Parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de royaumes qui pensent que Dalada n'est plus un royaume, que Dalada a été conquis par tel roi et qu'en réalité on ne doit plus parler de Dalada. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi un autre aspect, dans un passé lointain en 2016, qui a fait qu'à un moment donné, moi j'ai toujours dénoncé que pendant qu'on investit un peu partout dans certains royaumes pour leur modernisation, le royaume d'Alada, la voie qui mène au royaume d'Alada est dégradée depuis des années. C'est vrai que j'attends ces derniers jours que les travaux vont être lancés, mais de 2016 à aujourd'hui, on sait ce que ça... Moi, quand j'ai été là-bas le samedi, c'est ce que ça coûte d'aller dans mon village. Vous voyez un peu? Est-ce que dans tout ça, ça crée l'émotion où on parle pour peut-être les beaux yeux du chef de l'État? Ou alors, c'est peut-être, oui, la loi qu'on a votée, là, qui arrange tout ça. Mais je pense que sur ce côté où le roi a parlé des opposants, il n'aurait pas dû. Je pense qu'il aurait dû le dire. Il pourrait le dire autrement. Parce qu'il a un rôle d'unificateur, de pacificateur. Il ne faudrait pas que ça se reprenne. Justement, je reviens sur ma question. Quel serait l'impact probable de cette sortie? Mais je dis l'impact probable, je l'ai dit tout à l'heure, les députés, ceux de l'opposition, n'auront plus la totale confiance d'aller vers lui. Parce que ce qu'il a dit d'eux, sans pouvoir les écouter, l'idéal aurait été qu'il les écoute, que le chef, le roi, appelle ses députés pour dire, vous avez voté contre, venez m'expliquer pourquoi. Et à lui de leur dire, mais vous avez voté contre, mais voilà ce que moi je comprends de ça, vous n'aurez pas dû. Ça c'est de père en fils. Et de dire maintenant, peut-être il prend la parole pour dire, bon voilà, nous n'avons pas été d'accord avec ce que les députés démocrates ont fait, mais ils nous ont expliqué leur position. Nous voudrions en appeler au chef de l'État, en appeler aux opposants pour dire, entendez-vous, travaillez ensemble, c'est l'intérêt du Bénin qui prime avant tout. Je crois que c'est de ces discours qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ce qui a été dit là. Marc Goudiano. Lorsque vous êtes une personne ressource, vous êtes un sage, un roi, il vous est totalement interdit de parler à tout de champ ou de parler. Vos paroles doivent être des paroles constructives, des paroles qui puissent rassembler, tel que Laurent l'a dit. Mais on a compris que sous nos cieux, les personnes ressources ou les personnes d'un certain âge ou d'une certaine carrure ou d'un certain pouvoir qui doivent incarner l'exemple ne le sont plus, compte tenu des intérêts, d'accord, des uns et des autres. Aujourd'hui, on jette la pierre à la jeune génération en oubliant que c'est l'ancienne génération qui a participé à l'éducation de cette jeune génération, qui est aujourd'hui en déperdition. Et lorsque vous voyez la réaction de cette personne, je ne veux même pas parler seulement que du roi Dalada, il y a beaucoup de sages qui déjà, dans leur prise de position, dans leur prise de parole, on sent que c'est compte tenu de leurs intérêts qu'ils parlent, de leurs intérêts du moment qu'ils parlent. J'aurais aimé entendre le roi Dalada opiner en amont sur la question liée à la chefferie traditionnelle, surtout s'il n'avait pas été sélectionné parmi les royaumes, parmi les 16 royaumes. Est-ce qu'il allait tenir de tels propos? Je ne pense pas. Lorsque l'on essaie de faire souvent le débat et que ceux d'Alada sont souvent contre,
lorsqu'on parle de la royauté d'Alada, où je me dis Alada est à quelques kilomètres d'Abomey, et à quelques kilomètres d'Abomey, on veut déjà installer Abomey comme royaume, et on installe Alada également comme royaume. D'accord? Et lorsque... Non, laissez-moi. Vous avez pris tout le temps pour parler. Si vous avez votre... Vous avez pris tout le temps. Laissez-moi opiner, Laurent. Laissez-moi opiner. Si vous avez la maison de votre collectivité à Porte-Nouveau... Laissez-moi opiner, Laurent. Je m'attendais à votre réaction. Si vous avez la maison de votre collectivité à Porte-Nouveau et que vous avez acheté une parcelle... Vous avez eu tout le temps de parler. Roland, vous n'avez pas la parole. Vous avez eu tout le temps de parler. Roland, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Marc. Merci, Carole. Et donc, lorsqu'Alada est à quelques kilomètres d'Abomey, et que l'on met en place 16 royaumes, et on sait combien de fois Abomey a été très fort en matière de royauté, et on va le mettre au même pied d'égalité que le royaume d'Alada, par exemple, vous voyez, c'est ça qui donne ce courage à certains dignitaires, à certains rois, de pouvoir opiner sur certaines questions, compte tenu de leurs intérêts du moment, parce que aller indexer de façon, aller nommer les démocrates sur cette question, je pense que le roi aurait pu s'abstenir parce qu'il n'est pas des moindres. Il a déjà fait 33 ans de règne à Alada. Si c'était qu'il était dans la fonction publique, c'est qu'il aurait déjà pris sa retraite en tant que roi. Et après 33 ans, lorsqu'on va vouloir installer aujourd'hui les royautés au niveau d'Abomey, je pense que normalement, s'il voulait, c'est que, bon, c'est vrai qu'on dit il faut que le roi aille à Alada d'abord avant qu'il n'ait un successeur. Et donc, il va falloir attendre d'abord. Mais lorsqu'on a cette sagesse, lorsqu'on a accumulé autant de temps de règne, d'années de règne, avec autant d'expérience, je pense qu'il aurait même laissé, même peut-être s'ils ont un porte-parole au sein de leur association, que le porte-parole puisse même dire cela. Ça aurait même pu être mieux excusé que le président du Haut Conseil des rois. Et donc, je pense que tout ce qu'il fait n'est pas différent des politiciens, de ce que font les politiciens. Les politiciens qui opinent selon leurs intérêts du moment et que demain, ne vous étonnez pas, c'est pourquoi je dis aujourd'hui les enjeux, ce sont les enjeux qui font aujourd'hui qu'il est en train d'opiner comme ça. Et Laurent l'a dit, ne soyez pas étonnés que peut-être que d'ici là, ou bien lorsque les choses vont changer d'ici là, vous allez le voir également dans une autre posture. C'est la lecture qu'on a toujours fait des hommes politiques. Et aujourd'hui, Dieu merci que cette loi est venue à point nommé. À point nommé pour pouvoir empêcher, d'accord, certains dignitaires errants ou certains dignitaires qui n'opinent ou bien qui se positionnent selon les intérêts, de ne plus pouvoir participer à la chose politique. Parce qu'eux, ils doivent être en dernier ressort. S'ils ne sortent pas officiellement, ça ne veut pas dire que... Si éventuellement le roi d'Alada avait été déjà installé et qu'il avait déjà commencé son règne à partir de cette nouvelle loi qui est installée, il faut qu'on lui dise qu'il n'aurait pas la possibilité de dire ce qu'il a dit là, que c'est interdit. Dans les textes. Et qu'il pourrait être poursuivi. Il faut qu'il comprenne ça. Et c'est pour ça également que forcément on doit faire la vulgarisation de cette loi-là au niveau de cette dignité-là. Bon, c'est vrai que le roi d'Alada, il est très instruit. Ce qui ne veut pas dire que la plupart... J'aurais même excusé un autre roi pour pouvoir tenir un certain nombre de paroles, mais le roi d'Alada, c'est un cadre. C'est un cadre. Ça veut dire qu'avant même de pouvoir parler d'un certain nombre de choses, il sait déjà ce que ça peut donner comme conséquence après, quelle orientation ça peut donner. Et il n'est pas comme les rois illettrés qui existent un peu partout. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse recentrer le débat pour pouvoir faire comprendre à nos hauts dignitaires que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont observés de part et d'autre. Que par la jeune génération, que par ceux qui espèrent leur succéder, et par également la classe politique, et également par les citoyens de part et d'autre qui les observent et qui voient leur position, qu'ils tiennent à tel moment ou à tel moment. Ils se sont réunis pendant ce temps. Mais pourtant, il y a eu des morts dans le Nord. Il y a des soldats qui sont morts. Est-ce qu'on les a vus opiner sur ces questions? Ils n'ont pas eu le temps de présenter, de faire le deuil des milliers, des 54 soldats qui sont décédés dans la zone triple. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils trouvent l'occasion de se réunir gaillardement pour pouvoir opiner sur cette question parce que ça les arrange, parce qu'ils veulent faire plaisir au chef. Et donc,
Ils sortent allègrement, au lieu même de laisser la parole peut-être à un porte-parole ou bien au second porte-parole de leur association parler. C'est lui-même qui le fait, alors que dans le même temps, ils ne font même pas le temps de pouvoir, le dernier événement qui attriste la plupart des Béninois et qui ont laissé beaucoup de veuves, près de 54 veuves, même si tous ne sont pas mariés, dans la détresse, beaucoup d'enfants orphelins dans la détresse, où aujourd'hui ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et aujourd'hui, ça relève d'un problème, d'accord, social. Mais cela ne les intéresse pas. Il y a la question de la paix et de la tranquillité à la veille des élections aujourd'hui, qui pose problème. Ça n'intéresse pas l'association des rois du Bénin. Ce qui les intéresse, c'est les démocrates qui n'ont pas voté. Roland Tonéike, il a fini, j'ai essayé de lui prendre la parole en fait. Allez-y. Malheureusement, moi, je crois que le roi Dalada, le roi Kodébé, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Moi, je dis ce que je pense. J'ai dit ce que je pense par rapport à la situation. Je crois que ça ne va pas l'amener à changer. Il dira ce qu'il pense, il va continuer. Depuis des années, j'ai eu le temps de l'observer, de voir un peu sa posture. Il faut remarquer que depuis un certain temps, il était hors caméra. Bon, il était caméra, oui. Depuis un bon moment. Non, la dernière fois, moi, je suis allé le rencontrer, il a été clair pour dire non. Je ne sors pas comme ça, je vais pas. Donc c'était une bonne occasion pour lui. Bon, maintenant, c'est une parenthèse, c'est votre lecture. Mais moi, je reviens sur l'aspect Abomey Alada. Je voudrais que... attendez, non. Je voudrais que nous puissions faire attention, surtout quand nous parlons de la royauté et de l'histoire de notre pays. Parce que les gens ont tout fait de nous mélanger, nous, la jeune génération. Parce que certains parmi eux aussi se sont basés sur les livres écrits par le colon. Aujourd'hui, il faut réécrire l'histoire du Bénin. Écoutez, Marc Boudianou, vous avez votre famille paternelle ou bien votre collectivité à Porte-Novo. Vous avez acheté une parcelle à Saint-Mépodi, vous avez construit. Cela voudra dire que votre famille n'existe plus. Attendez, c'est un exemple. Vous avez la véracité. Attendez, c'est un exemple que je vous donne. Oui, vous le faites. C'est parce que vous avez acheté une parcelle. C'est parce que vous avez acheté une parcelle à Saint-Mépodi, vous avez construit que votre famille paternelle, la collectivité n'existe plus. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou non, et l'histoire est là, ils sont tous unanimes sur le fait. C'est juste qu'une génération, à un moment donné, n'a plus voulu qu'on lie leur histoire à un territoire donné. Et la question de royauté d'Alada et autres, eux tous sont unanimes que la royauté au Bénin méridional est née à Alada. Ils savent très bien que c'est d'Alada qui sont tous partis. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu les guerres. Mais non, je raconte l'histoire. Pour que ceux qui nous suivent là comprennent. Nous n'avons pas le temps. Vous avez la véracité de l'histoire que vous racontez. Quelle est votre source? Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez l'histoire. C'est ça, exactement. C'est ça que je veux faire comprendre. Je passe. C'est la police des débats et je dis, nous ne racontons pas cette histoire sur ce plateau. Parce que nous n'avons pas le temps. D'abord, c'est pour la première raison. Maintenant, je dis autre chose. Autre chose que je veux dire, c'est que, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense véritablement que les têtes couronnées et autres dignités dans notre pays, c'est les gens qui sont investis d'un pouvoir. Bon, on a toujours dit, un pouvoir surnaturel pour certains, un pouvoir mystique pour certains, spirituel pour certains. Et quand on évoque un certain nombre de sujets et qu'on ne les voit pas, et qu'aujourd'hui, on les voit sur ce sujet et qu'on voit le roi, la président du Haut Conseil des rois du Bénin, prendre la parole et dire ce qu'il a dit, qui choque plus d'un, peut-être du côté des opposants. Peut-être que nous l'avons, ça fait bien parce que la preuve de la communication va bon train depuis hier. On communique avec tous les superlatifs, avec tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, véritablement, je pense, il faut réfléchir à ce que les rois peuvent nous proposer pour nos enfants. Nos frères et sœurs, pardon, pas nos enfants, je n'ai pas encore d'enfants âgés comme ça. Nos frères qui sont au front là-bas, qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, on veut les entendre sur ça. Quand des gens sont en exil et que depuis lors, on se plaint, on dénonce, qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'il y ait la paix entre les filles et fils du Bénin? Qu'est-ce qu'ils proposent pour que nous puissions en arriver à ce que le chef de l'État revoie certaines de ses positions? Parce que, et c'est ça le problème, parce que dès lors que le roi prend la parole de cette manière, aura-t-il maintenant les moyens d'aller défendre certaines choses sur le chef de l'État? Autant de choses. Je crois que véritablement, nous devons faire davantage attention. Les têtes tournées, les rois doivent faire attention. Nous, journalistes, nous devons faire attention. Merci, Roland Tonéike. Merci. Non, je voulais même rappeler, je vais faire juste un crochet par rapport à ce que Laurent a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, lié à la question de la sécurité, par exemple, on aurait pu vouloir l'appui spirituel
de ces rois-là. Vous avez vu le roi Dako, de Dako Dono, d'accord, qui a été attaqué. Ils ont tiré sur lui. Et ils ont tiré sur lui. Et c'est ça qui l'a sauvé. Parce qu'il était protégé mystiquement. Les rois, aujourd'hui, qui constituent le Haut Conseil des rois aujourd'hui, quel apport spirituel ils apportent à la lutte Ils n'ont pas besoin de dire ça le publiquement. terrorisme Ils n'ont pas besoin de dire ça publiquement aussi. Hein. Puis là, ils font des choses Ils font rien. discrètement. Ils font rien. Vous avez Voilà, quelle vous preuve? avez quelle preuve de vos affirmations? Vous avez quelle preuve? Merci Roland Tonellikes. Merci Marc Goudjamou. Merci, Carl.